like a butterfly. Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Furudvik. Nous sommes en plein cœur de la Suède, on est presque à 2 heures au nord de Stockholm. Furudvik, c'est un parc d'attractions qui a été reconnu l'année dernière avec un nouveau coaster Vekoma. C'est comme ça, qui a un petit peu été connu par l'ensemble de la communauté parc nautique et moi-même, et qui a donc attiré mon attention. Donc c'est un petit peu l'objet de cette visite. On est plus sur un Family Kiddie Coaster, voilà, on n'est pas sur un gros thrill ride. À la base, Furudvik, c'est un zoo, c'est pas seulement qu'un parc d'attractions, c'est même une multitude aussi d'autres activités un petit peu connexes qu'on va découvrir aujourd'hui, même si on va se concentrer sur la partie attraction. Furudvik a ouvert en 1900, donc c'est vous dire à quel point le parc est assez ancien. Il a hérité du nom de la ville en question, donc Furudvik. Donc on se dit à quel point le parc est assez ancien et assez vieux, comme beaucoup de parcs suédois. D'ailleurs, on va visiter très bientôt Liseberg, Gröna Lund, des parcs tout aussi anciens, avec un ancrage culturel assez important chez les Suédois. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Donc on va rentrer dans Furudvik et voir un petit peu ce que peut nous proposer le parc. Notez que le parc a l'air quand même assez mignon. Alors très verduré, hein. Il y a énormément d'arbres, de buissons, etc., etc. De toute façon, à la base c'est un zoo, hein. Mais on voit que la nature est quand même le maître mot en tout cas de ce parc Furudvik. Et on passe comme ça dans une boutique au-dessus d'une tente. C'est assez particulier. Regardez, il y a les deux mascottes. Visiblement, c'est des petits chatons. On arrive dans la zone du parc qui va nous intéresser sans doute le plus, c'est la partie Tivoli. Alors qu'est-ce que la partie Tivoli? C'est l'ensemble des attractions qui se concentrent en un seul endroit, donc les attractions du parc, hein. Je vous ai dit en tout début de vidéo que le parc n'était pas seulement un parc d'attractions, il était aussi parc animalier. Et la plupart, allez, 95% de ces attractions se concentrent ici même. Vous voyez, on a un Wave Swinger, on a des coasters, on a Lightning qui nous attend, qui va ouvrir ses lames bas pour pouvoir faire cette merveilleuse découverte. On va en reparler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. On a un Boomerang Vekoma, on a du Dark Ride visiblement, la zone de restauration, bref, énormément de choses à découvrir en tout cas dans cette si petite zone. On va commencer donc par la toute première attraction qui nous tombe sous le nez. On a en face de nous un modèle de Boomerang Junior Coaster assez particulier, voire même assez historique, il faut le dire, puisque c'est l'un des Junior Coasters les plus vendus au monde en termes de boomerang. En tout cas la version junior, il s'agit d'un kiddie coaster, voilà, qui part en avant, en arrière via une flèche. Donc en l'occurrence la flèche la plus haute, vous la voyez, elle est juste au-dessus. Celui de Furudvik a été construit donc en 2017. Il y en a eu plein d'autres, hein. Le tout premier à avoir été construit, en tout cas de ce modèle-ci, c'est-à-dire les 208 mètres, a été construit donc à Energylandia. Bref, je vous propose donc d'embarquer dans Fireball, puisque c'est son nom. Allez, la boule de feu. Alors truc tout con, ça se faisait beaucoup dans les parcs néerlandais pendant le Covid, c'est de checker les lap-bars mais avec du genre de canne. Ça ressemble pas mal à ce qu'on ils sont de surface pour prendre un déchet par terre et le mettre dans une poubelle. Et visiblement Furudvik a conservé cette méthode. Alors, la boule de feu, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Techniquement, Fireball, c'est la traduction. Il est quand même assez joliment intégré, mine de rien. En tout cas avec les couleurs, avec le bâtiment qui est plutôt stylé, c'est assez soigné pour un coaster de petit parc. Attention. Oui. Le petit virage qui va nous aider à arriver sur la flèche. Ah, il est vachement court quand même, hein. Oui. Oh oh, je crois qu'il va falloir repartir en arrière. Youpla. Ah, il est smooth, hein. Vraiment comme beaucoup de junior coasters, Boomerang Vekoma. Et petite zone de frein. Bah, il est très smooth, par contre il est pas bien rapide, hein. C'est vrai qu'il fait un peu lent face à d'autres Boomerang Vekoma.
Bon, on en ressort de ce Fireball, même s'il est très joli esthétiquement, c'est vrai qu'il ne procure pas non plus des sensations absolument extraordinaires comme peut le procurer certains Junior Boomerang Vekoma. Je vais citer Rake à Phantasialand qui est beaucoup plus intense que celui-ci. Modèle de série oblige, j'ai l'impression que celui-ci a été bien vendu surtout par sa compatibilité. C'est vrai que je l'avais déjà fait à Energylandia, on se rend pas bien compte à Energylandia parce qu'on enchaîne les kiddies sans trop de saveur, et c'est vrai que du coup dans un parc comme ça un petit peu isolé, on peut se permettre de juger beaucoup plus efficacement un coaster pareil. Alors même si je pense que dans le parc ça fait absolument pas de tâche, c'est même parfait. C'est vrai que dans des parcs plus gros, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'intensité avec un modèle de Junior Boomerang beaucoup plus intense. C'est vrai qu'on a même pas un petit prout d'airtime là-bas sur la bosse au niveau de la station. C'est bien fort dommage quand même. Mais il est très joli, vraiment ce Boomerang Vekoma, j'aime beaucoup. Visiblement la partie de Tivoli dispose de sa petite zone de frisson, j'ai envie de dire, parce que ça a l'air d'être quand même un petit château hanté. Alors je sais pas du tout si c'est un walkthrough, je sais pas du tout si c'est une Madhouse, vraiment je n'en sais absolument rien de ce truc. Donc ça va être la pure découverte. On va rentrer là-dedans, on va essayer de filmer un maximum de choses et on fera un petit bilan de ce Pourkiaten. La lumière noire, c'est pas sans rappeler Scooby-Doo, d'après tout pourri de Warner. Ah mais ça a l'air quand même plus stylé. Ah ouais. Ça sent le Dark Ride interactif, regardez les pistolets là, on dirait Einstein de Phantasialand. Oh c'est un Sally. C'est un Sally comme tout en camon. C'est bien foutu. Alors je suis assez surpris, hein, je vous l'ai dit en tout début de séquence que je m'attendais absolument pas à ce que ça allait être. Finalement on a affaire ici donc à un Dark Ride Sally, ça se reconnaît tout à fait bien. Par contre sans les véhicules ETF de Challenge of Tutankhamon, là on est sur des véhicules beaucoup plus classiques un petit peu à la Scooby-Doo. D'ailleurs en parlant de Scooby-Doo, on reconnaît beaucoup la patte graphique de Scooby-Doo à Warner avec des choses plus intéressantes. On a de l'interactivité, à chaque fois qu'on va tirer sur quelque chose, on va avoir une petite animation qui va se déclencher. Même si globalement l'aspect graphique reste très simple, hein, c'est beaucoup de lumière noire, beaucoup d'animation un petit peu en carton mâché si je pourrais m'exprimer ainsi. C'est vrai que le Dark Ride est plutôt chouette, plutôt bien réussi et j'aime beaucoup la fin où on arrive justement devant un boss à tuer qui est plutôt bien fait en termes d'animatronics. Derrière, une fois qu'on l'a tué, on réinvoque, j'ai envie de dire, le bonheur, voilà, avec ses couleurs très vives où les fantômes n'habitent plus ce lieu. On arrive au paradis quoi, et je trouve ça super sympa quand même cette fin pour essayer de casser cette ambiance château hanté pour revenir vers le commun des mortels si je peux m'exprimer ainsi. Non vraiment j'aime beaucoup. Donc un mélange de Challenge of Tutankhamon dans le système de tir, vous l'avez entendu au bip bip, et un autre avec Scooby-Doo. Pour ce qui est de l'aspect graphique, très clairement ce Dark Ride je le préfère à Scooby-Doo. Parce que Scooby-Doo il se passe pas grand chose, hein. Sincèrement c'est même plutôt vide, bien que les deux utilisent des technologies assez similaires de tir ou même de lumière noire UV quoi. Bon, juste à côté de ce Dark Ride on a un crédit qui s'appelle visiblement Draken, donc dragon hein, je suppose en suédois, sans trop de soucis. C'est un tout petit kiddie coaster, vous le voyez, c'est de chez Zierer. Généralement les kiddie coasters de chez Zierer c'est une valeur sûre, on va pas se le cacher, donc j'ai pas trop de surprises concernant ce Force One, puisqu'en effet il s'agit d'un Force One de chez Zierer. Et la station a quand même plus de gueule que celle du truc de Sibérie. Bon le tigre ici il a mangé un peu plus de sauce pimentée, forcément. Oh, une animation. Ça rigole pas. Ah, j'aime beaucoup la petite animation de départ, ça fait pas de mine. Bon, bien évidemment, vous n'aurez pas une on-ride, c'est-à-dire avec le premier au front row, tout simplement parce que la tête du dragon est beaucoup trop grosse. Mais au moins, ça vous permet un petit peu de visualiser en quoi se consiste ce Kiddy. Ça, c'est super smooth, hein. Aucun souci. J'aime beaucoup l'intégration, ça manque peut-être un petit peu de travail niveau végétation. Parce que c'est vrai que les jardins asiatiques ont tendance à être quand même vachement détaillés. Et là, tout le décor autour, c'est dommage, est très bien. Le coaster tout autant, hein, bien sûr, hein, on est sur un Kiddy de Zierer. C'est vrai qu'on n'a pas de Kiddy de merde ici, j'ai l'impression. Par contre, il aurait manqué un petit peu de végétation bien verte. Végétation asiatique. Oh, ça a freiné sur le camelback. Non, ça n'a pas freiné sur le camelback. Il n'y a absolument aucun frein sur le camelback, donc j'ai rien dit. Très chouette petite idée.
On a affaire ici à un top scan de chez Mondial Ride. Alors c'est jamais mes dadas ces plateformes là, mais c'est la seule attraction à la sensation du parc, donc je me permets quand même de l'évoquer. La grosse sensation, hein, s'entendons bien. L'intégration n'est pas forcément super. C'est vrai qu'on a 2-3 petits grillages pour délimiter le tout. J'ai l'impression qu'ils ont racheté ça d'un forain, pas en blanc, et hop c'est parti. Le tout en laissant l'éclairage. C'est pas quelque chose dont je vais réellement épiloguer dessus, parce que voilà, ça en vaut pas nécessairement la peine. Notez que le parc organise très régulièrement des concerts en plein cœur du parc d'attractions, donc en plein cœur de la zone Tivoli. Ces concerts voilà, ont lieu très régulièrement pendant l'été. Il y a une line-up qui est disponible sur le site du parc d'attractions. C'est pas uniquement le cas de Furudvik, il y a aussi Gronalund qui organise ça, Liseberg. C'est même ancré dans la culture suédoise de faire des concerts dans les parcs d'attractions. C'est pas la dernière fois que je vais vous l'évoquer, puisque Liseberg possède également une très grosse scène. Cette scène est donc permanente, disponible durant tout l'été à Furudvik. On a quoi dans ce coin-ci du parc? On a une zone de Midway Games, un Tornado. Bon, Tornado, ça c'est évidemment les Disco Coasters, donc comme la toute première version après Perfume City. Et on a surtout la nouveauté Lightning. Mais on va pas tout de suite aller du côté de Lightning. Je vous propose qu'on fasse une petite digression sur la zone animalière et sur l'ensemble du reste du parc. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas complètement dénudé d'attractions. Il y en a quand même dans la partie animalière. Bref, je vous laisse voir tout ça dans quelques instants avec les plans du reste du parc Furudvik. Visiblement le parc s'étend carrément au niveau du Nil, c'est-à-dire qu'on a la flotte de part et d'autre. Allez, c'est parti, on va essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Visiblement pas l'attraction, on s'en doute. Oh, visiblement c'est une petite chasse au trésor. Allez, on va prendre une petite carte, un stylo Ikea et on va y aller. En fait, cette chasse au trésor, elle consiste à répondre à des questions. Donc regardez, on a une question en suédois avec 3 propositions de réponse. Et l'objectif c'est d'y répondre voilà, sur cette petite carte. Alors je ne sais pas si on a une récompense, qu'on soit content d'avoir gagné. Bref, allez, on continue. Intriguant tous ces instruments. C'est assez perturbant quand même d'avoir ça dans un parc d'attractions. On est vraiment un accès direct à la mer. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose qu'il y a une bille quelque part qu'il faut mettre dans les trous. Allez, là c'est le bille. Ok, c'est parti, start. Ok, l'objectif c'est pas de les mettre dans le trou justement. Ah bah voilà, écoutez, c'est ce qui m'est arrivé. C'est juste de mettre tout là-haut là. C'est pas évident. Ok, donc tout au bout, après donc la 10e question, vous avez une petite cahute, vous allez pouvoir avoir les réponses aux différentes questions. On va vérifier combien on a de points. Ok, bah nous avons atteint pour cette vidéo l'exceptionnel score de 6 points. Donc si jamais vous venez à Furudvik, n'hésitez pas à mettre votre score dans les commentaires bien sûr, même si vous ne serez sans doute pas nombreux à y venir et à y mettre les pieds. Allez, on continue, on va aller jusqu'au bout quand même de cette île. Maintenant, elle devient quand même de plus en plus militaire, c'est inquiétant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ceci est donc un fort datant de 1950 qui a été construit donc pour la guerre froide. C'est assez exceptionnel quand même de découvrir ça dans un parc d'attractions. Et d'abord, on va dire, ça dose de culture de manière réelle et physique. On se rend compte qu'ici on a une part de l'histoire et ça prend son sens ici de faire une genre de mini-exposition. J'en profite de faire un parallèle avec beaucoup de nos parcs français qui se veulent éducatifs. Je pense à Vulcania, Futuroscope, de moins en moins en ce moment, mais ça a été beaucoup le cas dans le passé. Rien de concret, rien de réel, rien de fondamental. Et c'est vrai que lorsqu'un parc est construit sur un lieu historique, c'est sûr que ça prend tout de suite de son sens et on rentre beaucoup plus dans ce que veut raconter le parc. Notez que si vous avez de la chance, vous avez la possibilité donc de voir une exposition en plein cœur de ce fort, justement en sous-sol. Mais malheureusement pour nous, ce ne sera pas possible puisqu'elle est fermée. On va devoir faire sans. Bon, on est vraiment en plein cœur de la partie animalière, donc toujours pas au niveau des attractions, mais par contre il y a un ride system qui visiblement exploite des points de vue pour les animaux et vous allez voir, ça a l'air d'être quand même assez intéressant. Ah, la file d'attente elle est légèrement en hauteur, ça donne envie quand même. Ah, c'est vraiment rudimentaire quand même comme raft, hein. Ouais. Amazonien n'a qu'à bien se tenir, hein. Carrément une partie d'Ark Ride dedans. C'est très minimaliste, hein. Même ça dénote complètement avec le reste du ride. Bon, fondamentalement ces trucs là ça marche que dans des pays avec des gens un peu civilisés. Je vois vraiment pas ça dans certains parcs européens du sud. Parce que regardez, la sécurité est pas suffisamment restrictive, un visiteur peut trop facilement se lever et aller en dehors on va dire de son véhicule. Mais j'aurais tellement vu un petit dark ride avec des automates parce qu'on se sent vraiment tout vulnérable dans ces petits véhicules et on se dit tout peut nous arriver. Et c'est vrai qu'un dark ride ultra immersif avec ce ride system, ce qui est tout con, vraiment tout con, peut permettre de faire des choses assez sympas. C'est cette vulnérabilité que je trouve très bien exploitée dans le cas ici du zoo pour être très proche des animaux et en même temps ça pourrait faire un très beau dark ride.
Voilà, il est enfin temps d'aller découvrir Lightning. Alors qu'est-ce que Lightning? Lightning, c'est un Family Launch Coaster de chez Vekoma. Il n'en existe que 2 à l'heure où je vous parle. Le premier, c'était Big Bear Mountain à Dollywood. Alors vous êtes en train de sans doute me dire, mais Jean-Yop, ça n'a rien d'exceptionnel, un Vekoma comme ça. Vekoma a déjà fait plein de qui dit oui, ce qui est vrai. Hein, regardez, on a un boomerang coaster qui est juste derrière. Mais celui-ci a la particularité d'avoir un launch. Alors les launch coasters chez les Family, chez Vekoma, c'est très particulier. Si vous voulez, le ride systems de base des boomerang coasters est un peu différent. C'est-à-dire que les boomerang coasters ne peuvent pas accueillir de launch, qui n'ont pas la capacité sous leur train d'avoir un système de lancement. Donc Vekoma ne pouvait pas, à l'époque, avec ses trains de base, créer des launch, des parcours avec launch. Et c'est là que ça posait souci lors de la création de Big Bear Mountain, qui est le tout premier Family Launch Coaster Vekoma à Dollywood aux États-Unis. Ils ont dû modifier le rail et ce qu'il y avait en dessous du train, ce qui a donc donné cette nouvelle forme de rail un petit peu bizarre et beaucoup plus haute, ce qui est forcément moins économe en acier, qui change un petit peu la donne, on va pas se mentir, pour Vekoma, qui a quand même pour habitude de bien standardiser leur coaster. Donc Big Bear Mountain à Dollywood a été construit et derrière dans la foulée, donc à Furutvik a ouvert Lightning en 2023. Donc aujourd'hui on est prêt donc à tester ce merveilleux Family Launch Coaster Vekoma. Bon, petite parenthèse quand même, celui de Dollywood est quand même bien plus long, on parle carrément d'un multi-Family Launch Coaster. La station elle est quand même jolie, elle a son style. Ça fait très Tivoli, hein. C'est vrai que Tivoli tout dans le blanc pour ce qui est de la structure en bois, même métallique, hein. C'est vrai que les deux se marient plutôt bien, il s'agit d'avoir une couleur identique. Allez, c'est parti pour l'éclair avec des lanceurs magnétiques au centre. Wow, il y a quand même cette petite impulsion quand même pour un kiddie, hein. Oui, des virages en hauteur. Putain, c'est smooth, hein. C'est smooth, il n'y a pas un seul à coup. Oui. Des petits S-turns. Alors normalement, si je dis pas de conneries, on a un deuxième tour. Oui, parce que quand on voit la longueur du layout, vaut mieux. Oui. Et ça fait quand même sa hauteur, hein, mine de rien. Ouais. C'est rigolo, c'est rigolo. L'optimisation des supports quand même, il y avait un support qui s'embraquait dans un autre. Et ben un peu plus... pour un rail sans doute un peu plus haut en hauteur. Et voilà, fin de l'aventure. Pour le petit frère de Big Bear Mountain à Dollywood. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette génération de Vekoma à Launch Coaster? C'est vrai que Lightning est plutôt surprenant pour le coup, je m'attendais pas à avoir quand même une catapulte aussi puissante que du Mac. Là clairement c'est plus puissant que du Mac, hein, les gars, donc c'est vous dire à quel point des Launch Coasters comme Blue Fire c'est presque ridicule, à tel point ça pousse pas du tout quoi. Après ça reste pas non plus super sensationnel, hein, vous attendez pas un gros coup de pied au cul. Donc on entame par l'élément le plus visuel du layout, c'est ce gros double virage un petit peu en mode spaghetti ball en hauteur, qui est plus là pour le visuel externe et même interne, parce que c'est vrai que c'est très agréable d'avoir une belle vue comme ça sur la partie attraction du parc. Ensuite quelques petits virages avec une prise de vitesse qui est plutôt bonne, petit virage d'ailleurs au-dessus de la gare qui procure quand même quelque chose d'assez sympa, un petit peu en mode head shoulder. Quelques petits virages pour réatterrir au niveau de la station. Mon élément préféré vient surtout juste ici où on arrive un petit peu à ras du sol, qui permet un petit peu de conclure le ride, et on enchaîne donc avec un second tour qui est plutôt appréciable quand même au vu de la longueur du ride qui est vraiment très modérée. C'est vrai que le débit doit pas être énorme, après la capacité du parc ne l'est pas non plus. Je pense que l'attraction est parfaitement dimensionnée. Pour ce qui est un petit peu côté constructeur, côté Vekoma, ce qui me gêne un petit peu c'est peut-être au niveau des harnais. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir en profité pour revoir le système de fixation, tout ce qui est assise, etc., qui est pas forcément hyper confortable pour les plus grands. En fait il s'agit d'une lap bar un petit peu comme sur Rake ou même sur les boomerang coaster Vekoma tout à fait classiques, où on compresse vos cuisses et pas forcément vos hanches, parce qu'ils n'offrent pas une certaine liberté, voilà, au niveau des jambes comme on pourrait l'avoir sur des coasters plus confortables. C'est ni plus ni moins que les mêmes lap bars que sur les junior boomerang, donc rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai que comme le track a été modifié pour pouvoir inclure justement ces merveilleux launch, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir été jusqu'au bout de la réflexion et de modifier ces lap bars. Mais bon, visiblement Vekoma est plus dans un esprit de standardisation que dans un esprit d'amélioration continue, ce qui est encore fort dommage, hein. C'est vrai que c'était une politique qui était très ancrée chez Vekoma dans les années 80, mais bon, pour l'instant ça ne leur fait pas défaut, hein. C'est vrai que c'est pas un défaut majeur, c'est juste une petite critique à vigiler quand même.
l'avoir retesté à chaud à l'arrière, c'est vraiment une très chouette petite machine. Vraiment, l'arrière c'est clairement la meilleure place. On sent vraiment beaucoup mieux la première poussée d'accélération, j'avoue que la seconde beaucoup moins. On a un certain beau petit hang time, même quelques petits air time sur cette petite bosse là qui est juste ici en mode un petit peu bunny hop. Ouais, c'est vraiment un très chouette petit coaster pour les familles, bien conçu, bien smooth. C'est vrai qu'on a tendance à avoir ces petites sensations de nausée sur les Family Boomerang Vekoma, chose qu'on n'a absolument pas là aujourd'hui sur les Family Lounge Vekoma. Il est temps de faire la conclusion donc sur Furudvik, un parc assez particulier pour le coup qui me cible pas moi en tant que personne. Il va cibler généralement voilà, les familles avec enfants en bas âge. Mais si on regarde vraiment le cœur de cible, je trouve que la partie Tivoli est plutôt bien adaptée. Il y a très peu de parcs français qui arrivent à en tout cas maintenir une qualité d'offre d'attraction. Parce que c'est vrai que des Family Launch Coaster Vekoma, ça vaut son certain prix. Je vous avoue que c'est assez difficilement comparable parce que celui-ci est vraiment multitâche. C'est-à-dire que vous avez une partie animalière, vous avez une partie un peu plus historique, vous avez plein de choses à faire complètement différentes. Et regardez même, je ne vous ai absolument pas parlé de la partie piscine, la partie aquatique. On n'est pas du tout sur un grand parc aquatique. Je crois qu'il y a 2 toboggans à tout péter, mais elle mérite d'exister. Elle est là pour les locaux parce que très sincèrement, je ne me serais pas mis en slibard pour vous tester les toboggans aujourd'hui. Malgré que pour l'ensemble des Suédois aujourd'hui, c'est journée de canicule. Bon, il fait 20 degrés, hein, pas plus que ça. Voilà, la partie aquatique existe et elle mérite tout de même d'être notifiée. Le parc est bien tenu, bien entretenu, les employés sont d'une gentillesse. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça. Des gens vous dire bonjour, au revoir, qui sourient, même s'ils ne savent pas tous très bien parler anglais, ce qui m'étonne d'ailleurs des Suédois. Après on est dans la pampa, on a un peu cherché. La partie animalière, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas immense, elle n'est pas grande, il n'y a pas des choses qui vont marquer. C'est certaines petites choses, un petit peu par-ci par-là, qui ont éveillé ma curiosité, qui éveillent la curiosité je trouve pour Furudvik. Je pense au tout petit raft qui passe au niveau des animaux, qui est vraiment très chouette. L'île qui est absolument magnifique, qui a sa petite partie historique très intéressante à découvrir. Il y a des petites quêtes, il y a des petits jeux. C'est vrai que la localisation de Furudvik est absolument magnifique. Bon, vous allez me dire c'est un petit peu propre au pays, juste à côté de la mer où on a un accès avec une plage de galets. Je ne voulais pas forcément montrer. Furudvik a une très belle localisation qui mérite en tout cas d'être notifiée. Vous l'avez compris, un parc donc multi-loisirs qu'on a à faire ici sans prétention, hein. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler de Furudvik, hein. On entend généralement plus parler dans le pays de l'iceberg et de Gronalund, qu'on ira bien sûr visiter, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous teaserai un petit peu le programme qui va suivre pour les prochaines semaines. Dans l'ensemble c'est plutôt positif pour sa cible, je tiens à préciser, pour ce qui est voilà, des fans de parcs d'attractions, des fans de roller coaster, c'est peut-être pas forcément lieu, hein. Très sincèrement c'est vrai que l'axe premier du parc c'est la partie zoologique, la partie attraction, la partie aquatique vient plus en appoint du reste, et c'est vrai que l'ensemble fait d'un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon de se balader, où il fait bon faire plein de petites choses en mode un petit peu découverte, en mode appoint. C'est en tout cas comme ça que je pourrais définir au mieux Furudvik. Pour être tout à fait transparent, les fans de parc, les fans de coaster, passez votre chemin. Si vous avez un minimum de curiosité, même sans enfants en bas âge en soi, ça peut être une petite destination en tout cas qui peut être assez sympa à découvrir. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour des hostilités bien plus croustillantes, puisque la semaine prochaine nous serons à Gronalund pour découvrir le parc en plein cœur de Stockholm. Le parc est situé au bord de la flotte. On a une tonne d'attractions à découvrir là-bas dans un si petit espace. Vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Je vous invite donc à vous abonner pour découvrir la vidéo à Gronalund la semaine prochaine. Dans 2 semaines, ce sera Kolmården avec l'excellent Wildfire qui est un RMC, le tout premier RMC à avoir débarqué en Europe. On va le découvrir, on va le faire. On va avoir une on-ride d'ailleurs de Wildfire. Et on terminera ce trip suédois par l'iceberg, l'un des plus gros parcs, l'un des plus connus de Suède. Vous l'avez compris, pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, à vous abonner à mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Je vous invite, si jamais vous ne l'avez pas vu, à voir la vidéo à Park Warner. Alors là, ça n'a rien à voir. Là, je vais vous parler de Park Warner avec son excellent Gotham City Escape, un très gros coaster du constructeur Intamin qui est ouvert en 2023, donc en même temps que Lightning. Bon, ses proportions sont carrément pas comparables, hein. Là, on parle vraiment d'un coaster très haut, très nerveux et avec une licence très fédératrice. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo à Park Warner, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui apparaît juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir cette vidéo à Park Warner.